Grand Dialogue. Sigika Foba. Edawani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Vendredi 7 août 2015, bienvenue à cette émission. Bonsoir et merci de nous recevoir donc chez vous. Aujourd'hui, le Forum de la presse réfléchit sur deux sujets, la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays avec cette prise d'otages assez variée dans la Venise malienne à Mopti. Et nous allons voir également la nomination donc du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation en la personne de Ousmane Oumarou Sidibé, donc l'ancien ministre, et nous sommes avec quatre invités: Ahmadou Diallo, journaliste à l'Essor; Moussa Traoré, notre correspondant de Tamani à Sévaré, qui nous dira ce qui se passe sur place. Mamadou Kane est avec nous dans ce studio, il est de la radio Clédou, et Hassan Kone également et sera là avec nous, il est du journal en ligne Notre Nation.com. Merci à vous. Je suis Famoussa Sidibé, Gagne Kanté est à la technique. Durant la semaine, l'armée malienne a subi plusieurs pertes. La dernière attaque qui s'est déroulée toute la journée d'aujourd'hui à Sévaré aurait fait 7 morts civils et militaires. Au cours donc des jours précédents, 2 embuscades en 72 heures ont causé la mort de 13 militaires. La première s'est passée donc à Vernampala, près de la frontière avec la Mauritanie, tuant 2 soldats maliens et blessant 4 autres tôt ce lundi à Gourmarousse. Une autre attaque a été menée contre un camp militaire, tuant 11 soldats de la garde nationale. Alors nous allons partir à Sévaré, dans la région de Mopti, retrouver notre correspondant Moussa Traoré. Alors Moussa, dites-nous ce qui se passe sur le terrain. Bonjour d'abord. Bonjour Famoussa, et tout le plaisir pour moi de participer à votre émission. Et je m'empresserais de te dire qu'aux environs de 15h, de 13h jusqu'à 15h, nous avons observé une certaine accalmie dans la ville. Mais subitement, aux environs de 18h, nous avons commencé à entendre encore des crépitements de fusils à mitrailleur. Et pour te dire qu'actuellement, depuis 18h, il y a un couvre-feu qui est instauré sur la ville. Et pour te dire aussi que les grandes artères sont coupées. Et la route qui quitte Mopti peut passer devant le camp armé de terre et qui descend vers Bamako pour venir passer au niveau du lieu où l'attaque a lieu. Donc ces artères sont bloquées pour le moment par l'armée malienne. Et il y a un couvre-feu qui est décrété. D'accord. Alors Moussa, dites-nous, que savez-vous sur l'identité de ces assaillants? Bon, écoutez, pour le moment, ce serait difficile de dire concrètement quelle est l'identité de ces assaillants. En tout cas, les nouvelles qui courent ici dans la ville vont en faveur de djihadistes qui ont donc infiltré la ville et qui ont procédé ce matin très tôt vers 6h30 du matin à des prises d'otages. En tout cas, les opérations de l'armée ont commencé vers 6h30 minutes. Et selon les informations des sources militaires que nous avons reçues, l'armée serait peut-être au courant de cette affaire depuis la veille. Mais les hostilités ont commencé ce matin. Mais pour le moment, ce serait très difficile de vous dire réellement ces djihadistes-là ou ces assaillants-là, ils viennent de quel camp ou qui sont-ils réellement. Alors, on nous a fait cas de 7 morts. Dites-nous, est-ce que vous avez des précisions par rapport à l'identité de ces victimes? Écoutez, la dernière minute, j'ai essayé de voir du côté de l'hôpital Sommet Dolo, où en tout cas les blessés côté malien ont été admis là-bas. L'information que j'ai eue au niveau de cet hôpital, c'est qu'il y a plus d'une quinzaine de personnes qui ont été admises au niveau de l'hôpital. Et parmi ces plus de 15 personnes, il y aurait quand même 5 décès dans le rang des militaires maliens. Et ça, c'est une source proche de l'hôpital Sommet-Dolo. Est-ce que parmi les victimes, il y a des Occidentaux? Oui, très tôt ce matin, je crois que lorsque les assaillants ont voulu prendre en otage le groupe qui se trouve au niveau de l'hôpital,
il y avait des Occidentaux. Et même aux dernières nouvelles, il y a un Occidental qui est même décédé et qui a été tué et dont le corps a été vu vraiment par la population. Est-ce que vous avez une idée de sa nationalité? Ah non, pour le moment, je ne saurais le dire. Alors actuellement, quelles sont les forces qui sont sur place? Est-ce que les forces armées maliennes ont reçu du renfort? Pas du renfort, mais pour te dire que l'ensemble des corps des forces armées maliennes sont actuellement sur le terrain. Je veux parler de la gendarmerie, je veux parler de la police nationale, je veux parler de l'armée de terre, de l'armée de l'air et du camp et des gardes. Donc tous les corps sont mobilisés, et même les douaniers, ils sont mobilisés et c'est tous les corps des FAMA qui sont actuellement sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la présence d'une force spéciale de l'armée française à Sévaré? Pour le moment, vers 18h, nous avons quand même vu qu'il y a un avion de combat, Jaromik, qui a fait le tour 2 fois sur la ville de Sévaré. Certainement que c'était pour une question de reconnaissance du terrain, mais je n'ai pas l'information qu'il y a actuellement, en tout cas, une force spéciale française sur le terrain, parce que là, l'armée a carrément quadrillé. Et même nous avons essayé d'aller sur le terrain et d'approcher l'hôtel, et l'armée nous a gentiment refusé en nous disant que c'est pour notre propre sécurité, parce qu'il y a des tirs isolés encore. Parce que les djihadistes, là, ils étaient logés au niveau de l'hôtel Debo. Et quand les hostilités ont commencé, il y en a qui se sont dispersés. Il y a tout juste un hôtel à côté qu'on appelle l'espace Biblos. Il y en a qui sont allés à ce niveau, qui se sont réfugiés. Donc, à l'endroit où a lieu les hostilités, donc il y a eu une dispersion. Ce qui fait que vraiment c'est un endroit très dangereux actuellement et l'armée ne veut pas admettre de civils sur les lieux. Alors, est-ce qu'à ce stade, l'armée a une idée sur le nombre d'assaillants? Et pour le moment, selon nos informations des sources militaires, en tout cas, l'armée est parvenue à arrêter au moins 6 assaillants qu'ils ont amenés au niveau du camp de l'armée de terre. Et sur place, il y a un assaillant qui était bourré d'explosifs, qui s'est fait exploser même devant l'hôtel. L'explosion n'a pas fait de victimes. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. D'accord, merci beaucoup Moussa. Je rappelle que vous êtes Moussa Traoré, correspondant donc de Tamani à Sévaré. Merci pour ces précisions. Alors cette toute dernière nouvelle, 5 militaires qui auraient été tués donc dans cette attaque. Alors Mamadou Kane, comment peut-on qualifier ces attaques depuis samedi donc entre samedi et lundi, 13 militaires tués. Aujourd'hui, c'est 5 militaires. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette situation? Tout d'abord, je tiens à m'incliner devant la mémoire des victimes de cette tragédie qui se succède. Mes condoléances aux familles. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ennemi n'a pas de visage. On le dit souvent, on ne cessera jamais de le répéter, c'est une guerre asymétrique. Nous sommes un État peut-être fragile pour faire face à cela, parce qu'on a vu d'autres qui sont battus durant des années face à des djihadistes, pour ne pas citer les Américains. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est qu'on ne sait plus avec qui nous vivons. Ça, c'est ça le drame. Je prends l'exemple sur l'hôtel Lac Debout à Sévaré. Ces gens qui sont partis s'enregistrer là-bas peut-être pour une nuitée, pour un séjour un peu plus prolongé. Mais comment les tenants de cet hôtel peuvent les dévisager, quoi? Moi, c'est ça mon problème, quoi. C'est-à-dire qu'ils partent comme des citoyens ordinaires. Et aujourd'hui, on en est là, c'est des djihadistes. Et c'est des hôtels. J'ai eu la confirmation avant d'être là. On l'a eu tout à l'heure avec Moussa Traoré. C'est ça aussi le problème dans ces pays aujourd'hui. Vous avez parlé de Nampala, vous avez parlé de Gouroumara Rousse. Nos soldats ne sont pas prêts pour affronter tout cela. On attaque nos éléments à 5 h du matin, à 3 h du matin. Mais les soldats maliens n'est pas en alerte. Il faut se dire la vérité aujourd'hui. Non, ils ne sont pas en alerte. Ils ne sont pas préparés pour ça, pour cette guerre-là. Ils ne sont pas prêts. Donc vous pensez que il y a un manque de formation ou non, ça se passe plus dans la tête. On a cette mentalité le mental est affecté, peut-être. Le moral a été sapé. Donc Sévaré, c'est un point névralgique quand même. C'est le centre du Mali.
Et aujourd'hui, quand on attaque un hôtel à Sévaré, c'est pour marquer les esprits, c'est pour vraiment frapper au plein cœur du pays, quoi. Donc aujourd'hui, la situation est telle que l'armée malienne, où qu'elle se trouve, de Kidal je sais pas, à 100, mais l'armée malienne doit être en alerte, quoi. Parce que là, on peut frapper à tout moment et partout. C'est ça le danger aujourd'hui. Partout et à tout moment. Donc vraiment, c'est une situation difficilement qualifiée. C'est innommable ce qui se passe actuellement dans notre pays. Innommable, oui. D'accord. Alors, nous allons voir tout le reste avec Hassan. Hassan Kone, aujourd'hui, quel décryptage est-ce que vous faites de ces violences? Bonsoir d'abord et bonsoir à tous nos auditeurs. On constate qu'il est clair qu'on avait eu l'impression que le Mali sortait petit à petit de la crise. Mais aujourd'hui, on constate qu'on rentre dans un nouveau modèle ou un nouveau type de crise qui est pratiquement assimilable à ce qu'on voit dans d'autres pays comme le Nigeria et le Cameroun. Donc, il va falloir rapidement que le Mali développe une stratégie pour mettre rapidement fin à cette situation. Parce que vous avez vu, c'est plus Gao, Tombouctou, Kidal. Récemment, c'était Nara, c'était Kadiolo, c'était ensuite Fakola dans la zone de Kolongiaba. Et même Bamako. Et on parle aussi aujourd'hui de Sévaré. Donc il est clair que c'est tout le pays qui est aujourd'hui concerné. Et tout le monde sait, ces gens qui sont intervenus ce matin à Sévaré, savent qu'ils ne viennent pas pour occuper un local ou pour occuper une ville, mais ils viennent pour faire la bêtise. Et c'est ça qui est très grave aujourd'hui. Parce que quand ces gens interviennent, ils tuent une ou deux personnes, et même si on les tuait, leur vie ne leur coûte rien. Mais l'essentiel est qu'ils sont venus, ils ont posé un acte de dégâts, et ils ont sapé l'image du pays, ils ont sapé le moral des populations. Donc il va falloir que l'État arrive à mettre rapidement un système. Moi, je ne suis pas aujourd'hui convaincu que l'armée malienne, la police, la gendarmerie, puisse vraiment rapidement détecter tous ces malfaiteurs. Il va falloir développer un système de collaboration rapproché avec la population. Parce que tout compte fait, ces gens-là vivent parmi nous. Et nous avions la possibilité de détecter rapidement le petit comportement qui puisse permettre de comprendre que cet individu peut être dangereux. Donc c'est sur la base de cela, ça va créer un phénomène de délation. Mais il est mieux de dénoncer et que les policiers aillent vérifier. Et cela pourra nous mettre rapidement à l'abri de certaines surprises, comme ce qui s'est passé ce matin. D'accord. Alors, Ahmadou Diallo, vous êtes journaliste à l'Essor, au quotidien national. Dites-nous, quelle est votre analyse de ces violences depuis le début de la semaine? Bon. Excusez-moi. La situation qui se présente aujourd'hui est très délicate. Mais avant, il faut d'abord s'incliner sur la mémoire des victimes et dire que vraiment nous sommes de cœur avec eux. Bien sûr que notre métier c'est la communication, mais nous sommes aussi des citoyens et qui avons même des parents qui sont porteurs d'uniforme. Donc nous sommes vraiment de cœur avec eux et tout notre soutien va à leur endroit. Cela dit, la situation de ce matin, ce n'est pas un acte isolé. Moi, j'ai dit que ce n'est pas un acte isolé. Comme l'a dit Hassan, ça fait partie d'un plan savamment préparé et intelligemment mis en œuvre quelque part. Maintenant, qui sont les commanditaires? Bon, on peut beaucoup spéculer. Mais on sait quand tout cela a commencé. Et moi, je ne cherche pas des auteurs, c'est ceux qui nous ont amené cette rébellion depuis janvier 2012 qui sont à l'origine de cette situation. À qui faites-vous allusion? Je vais faire allusion bien sûr d'abord au MNLA qui s'est fait accompagner par les djihadistes en Sardine de Iyad Agali et ensuite tout ce taralala d'Akmi. Donc, ça dit que les choses sont liées. Donc moi j'ai dit il faudrait que la CEMA prenne ses responsabilités. C'est d'abord à elle qu'on doit s'adresser parce que ces gens-là sont venus par elle. Et si mes informations sont vraiment sûres,
Je sais quand même que la CEMA est actuellement à Bamako. Il y a une délégation de la CEMA qui est à Bamako. Pour le suivi de l'accord. Pour le suivi, mais d'aucuns me disent que cette délégation est en train de négocier pour obtenir la libération de ceux-là qui ont posé des actes à Gouroumarousse. Vous faites allusion aux dernières arrestations. Les dernières arrestations, voilà. Donc, si cette information est fondée, ça veut dire que il n'y a pas de djihadistes. Il n'y a que la rébellion qui continue sous d'autres formes. Donc, il faudrait que la communauté internationale mette de la pression sur la CEMA, qu'elle revendique ou qu'elle ne revendique pas, mais qu'elle assume ses responsabilités, puisqu'elle a déjà apposé sa signature sur un accord. Alors, qu'elle se mette à démasquer ceux qui sont en train de violer l'accord. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est des vies humaines. Et puis, ce n'est pas que simplement des vies humaines qui partent. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une stratégie de sabotage économique qui est en place. Parce que en s'attaquant aux populations, aux paysans, à Fakola, à Kolondjeba, ça veut dire quoi? C'est pour les empêcher de payer, de cultiver. Ça veut dire, finalement, au bout de l'hivernage, on va se retrouver avec un pays affamé. Les paysans ne pourront pas cultiver, donc le pays va se retrouver affamé. Donc c'est un plan, un plan à double visage, non seulement sécuritaire, mais économique. Moi, je fais une lecture économique de cette situation. Ceux-là qui sont en train de mener ces actes de sabotage, ils ont un plan, c'est d'affaiblir davantage le pays. Et maintenant, au profit de qui? Je ne saurais le dire. D'accord. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani réfléchit aujourd'hui sur 2 thèmes dans le forum de la presse avec nos invités. Nous sommes avec 4 journalistes. Amadou Diallo, journaliste à l'Essor. Moussa Traoré, notre correspondant de Tamani à Sévaré où s'est déroulée toute la journée d'aujourd'hui une prise d'otage à l'hôtel Lac Debo qui s'est soldée par 7 morts et dont 5 militaires, nous a confirmé notre correspondant Moussa Traoré. Hassan Kone est également avec nous, il est du journal en ligne notrenation.com et Mamadou Kane est également avec nous de la radio Clédou. Alors nous allons toujours continuer avec cette question de la détérioration de la situation sécuritaire avec cette prise d'otage d'aujourd'hui à Sévaré. Donc, alors Moussa, nous retournons à Sévaré avec vous. Dites-nous, est-ce qu'à cette heure, on peut parler du contrôle total de la ville, de la situation par l'armée malienne? Écoute, Famoussa, pour te parler franchement, rien n'est sûr en ce moment. Et comme je te disais, depuis déjà à 18h, on a commencé à réentendre, si tu veux, des coups de feu de fusil mitraillette. Alors que déjà entre 13h et 15h30 jusqu'à 16h, on croyait que la situation était maîtrisée et que tout était rentré dans l'ordre. Donc cela signifie tout simplement quand même qu'il y a des éléments isolés, comme je te l'ai dit, qui tentent de résister encore. Sinon que depuis dans l'après-midi, lorsque le Dami est arrivé pour intervenir, l'armée a procédé quand même à une fouille minutieuse. D'abord de l'hôtel Debo, là où les hostilités ont commencé. Ensuite, ils sont allés au niveau du motel de Sévaré, qui est un autre hôtel, non loin de l'hôtel Debo. Et puis, il y a juste le biblos à côté. Et puis aussi, il y a des concessions à l'alentour. Donc, l'armée était en train de procéder quand même à des fouilles. Mais pour te dire quand même qu'il y a des tirs sporadiques qui se font entendre de temps en temps. Donc, cela signifie que réellement, la situation n'est pas totalement maîtrisée. Et pour te dire aussi qu'on vient de décréter, comme je te l'ai dit, depuis 18h, le couvre-feu, c'est Sévaré où les grands artères sont bloqués par l'armée malienne. Donc, franchement, rien n'est sûr ici à Sévaré jusqu'à avis contraire ou bien jusqu'à un communiqué militaire qui va nous dire que tout est OK. D'accord. Alors, vous avez fait état de 6 arrestations tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur le nombre d'assaillants?
Et franchement, comme je te l'ai dit, c'est très difficile pour moi de vous donner exactement le nombre des assaillants parce que nos sources militaires que nous essayons de contacter sur le terrain, la majeure partie d'entre eux sont sur le répondeur et même s'ils décrochent le téléphone, ils ne sont pas à mesure vraiment d'informer. Donc, au niveau même des forces armées et de sécurité, il y a quand même on se méfie beaucoup de donner quand même certaines informations. Alors, Famoussa, je voulais te demander, dans la première partie de l'émission, il y a eu des réactions des confrères. Si je peux... Allez-y, Moussa, allez-y. Voilà, merci bien. Il y a un confrère qui disait que le soldat malien n'est pas en alerte. Moi, je peux le témoigner parce que j'ai eu la chance de sortir sur le terrain et d'aller en profondeur à Mopti, plus précisément dans le cercle de Youarou, qui est un cercle aujourd'hui, comme vous le savez, avec le cercle de Tenakou, où il y a des menaces qui planent. Alors, si vous trouvez cette armée-là sur le terrain, vraiment, le manque de moyens même et les conditions dans lesquelles ces hommes-là vivent, vraiment ne les permet pas de faire face vraiment à la situation. Et au-delà aussi, je suis bien d'accord avec mon confrère de l'ESOR qui dit que ce n'est vraiment pas loin du hasard. Et pour te dire que selon les informations toujours que nous avons reçues ici dans la ville, hier après-midi, des hommes de peau blanche auraient été vus se promener dans la ville de Sévaré à bord d'un véhicule 4x4. Donc, tu vois un peu. Et puis, au-delà aussi, ces phénomènes de sabotage dans certains milieux intellectuels, selon ou certaines réactions, pensent que ce serait quand même un acte de tentative de sabotage de l'appareil d'État. Pour te dire que, et même à la limite de l'intimidation, parce que pour ton information, le ministre du Développement rural était annoncé à Mopti aujourd'hui et il allait procéder demain samedi au lancement de la cérémonie de remise de motopompes destinée à la région de Tombouctou et au cercle de Youarou. Donc le ministre se trouvait dans l'après-midi bloqué avec le gouverneur de région au niveau de Ségou. D'accord, merci beaucoup Moussa pour ces précisions. Restez avec nous. Alors Hassan, que dire de la réaction de l'armée malienne? Bon, moi je pense que depuis un certain nombre de jours ou un certain nombre de mois, on a une armée qui a pratiquement changé de physionomie. C'est pas cette armée-là qu'on a eu à voir de 92 à 93, voire 94. Il est clair que depuis quelque temps, l'armée malienne est en train de reprendre en main le contrôle de la situation. Et vous avez vu, après l'attaque bien vrai qu'à Gourmararousse, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore les explications détaillées de ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui s'est passé à Gourmararousse. On sait qu'aux environs de 5h30, des individus sont venus attaquer le camp militaire et il y a eu des morts d'hommes. Donc, bien vrai, et 2 jours après, pratiquement, l'armée a pu mettre la main sur quelques individus, même si aujourd'hui, il y a des gens qui tentent de dire que ce sont des innocents, mais je ne sais pas comment ces gens-là peuvent estimer que l'armée a arrêté des innocents. Il y a la grande question à se poser. Et selon des sources, les véhicules de ces personnes ont été aperçus dans la ville durant l'attaque. Voilà. Et là, le confrère de l'Essor nous informait que la CEMA est déjà à Bamako pour des tractations dans le sens de leur libération. Il est clair que tant qu'on va continuer à essayer de rentrer dans ce jeu de règlement de la situation d'une certaine manière, nous n'allons jamais nous en sortir. De l'autre côté, des militaires font face au feu. Et de l'autre côté, les tenants du pouvoir politique sont dans un jeu qu'on n'arrive pas à comprendre. On libère des terroristes qu'on a arrêtés sans jugement. Le Mali en a fait, la Mauritanie vient de poser un acte incompréhensible. Et avec cette situation, il est clair que l'armée n'aura jamais suffisamment le moral et même les moyens. Parce que moi, je pense aujourd'hui que le problème de l'armée malienne, ce n'est pas un problème. C'est vrai, ils sont venus nous dire que les militaires maliens sont mal formés. Je ne crois pas. Une armée qui, seulement il y a eu quelques années, était l'une des meilleures armées sur tous les fronts et de maintien de la paix et des fronts d'intervention de l'ONU, de l'Union africaine. Donc vous pensez que c'est le moral qui est affecté? Voilà, le moral est affecté. Et le moral est affecté parce que cette armée ne bénéficie pas aujourd'hui véritablement du soutien politique. Et c'est ce que je crois. L'armée ne bénéficie pas aujourd'hui du soutien politique. Je vous rappelle un petit truc qui était très décevant. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kidal. Après Kidal,
l'autorité politique de l'époque a déclaré que l'armée est intervenue sans son ordre. Ça pose problème. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait par rapport à la TPI... Donc vous pensez qu'il y a une rupture entre l'armée et la chaîne de commandement? Il y a peut-être pas forcément, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors, dans l'état actuel des choses, il serait vraiment intéressant de remettre rapidement les forces de défense et de sécurité maliennes et sur pied. D'accord. Même s'il le faut, il faut aller vers des recrutements rapides. Ok. Alors, Mamadou Kane de la radio Clédou, c'était Hassan Koné du journal en ligne notrenation.com. Mamadou Kane, dites-nous, quelle réaction est-ce que la réaction de l'armée malienne a été à la hauteur dans cette situation? Plus ou moins. Plus ou moins. C'est vrai que les hommes sur le terrain se démènent. Quoi que l'on dise aujourd'hui, Hassan l'a dit, et c'est clair que depuis les événements de 2012, l'armée malienne a un tout petit peu changé de visage quand même, avec toutes les formations qu'ils ont eues. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on n'est pas dans cette époque-là où les assaillants étaient les maîtres des lieux à tout bout de champ. Mais la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, l'armée malienne ne peut pas elle seule faire face à ces djihadistes. Moi, j'ai vu d'autres exemples ailleurs, comme en Irak. C'est un exemple qui n'est pas du tout reluisant. La Libye ou autre, il y a des milices qui se développent beaucoup, qui appuient beaucoup l'armée loyale, l'armée gouvernementale. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut passer par là. Il faut passer par... Armée des milices? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, face à des gens comme ça qui ont opté pour les embuscades, qui ont opté pour les attaques kamikazes. Mais il faut passer par là. J'ai rejoint mon confrère de l'Essor qui disait tout à l'heure qu'il faut impliquer les populations dans cette optique. Oui. Et là aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque que la population se retrouve entre peut-être deux feux? Non, je pense que la population adhère déjà à la cause des femmes de l'armée malienne. Vous savez, l'armée malienne est très populaire aujourd'hui. C'est un peu comme l'équipe nationale de football. Il y a une milice qui est là qui soutient l'armée malienne. Mais c'est un plus. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, demain matin, ils vont attaquer un autre camp. Mais je ne sais pas, à Kita, à 5h du matin. Et je vous dis que ce sera la même réaction, les mêmes conséquences. Il y aura toujours des victimes côté malien. Donc il faut vraiment du renfort. Il faut du renfort au sein de cette armée. C'est vrai, on parle d'équipement militaire ou autre. Moi, je pense que le substrat aujourd'hui pour l'armée malienne, c'est le mental. Le fighting spirit, ça manque. D'accord. Ils sont prêts pour le combat. Peut-être qu'ils ont peu de moyens, mais il faut les préparer, quoi. Il faut les préparer pour faire face à cette nouvelle façon de faire des djihadistes. Alors, Ahmadou Diallo, journaliste à l'Essor, un mot sur l'armée malienne, sa réaction? Bon, c'est prompt, hein. C'est-à-dire que moi, je demanderais plus, ou bien j'insisterais surtout sur le comportement des citoyens. Parce que l'armée a sa stratégie, à laquelle il faut même que la population adhère. La première stratégie de l'armée, ça, c'est d'abord le filtrage. Pour accéder dans une zone militaire, il faut être complètement à plat. On prend l'exemple sur la cité administrative ici tout près. Quand on demande aux gens de se soumettre à la fouille, c'est toute une histoire. Il faudrait que les citoyens comprennent que le pays n'est pas encore totalement stable. Il y a certains comportements qu'on ne peut pas se permettre. Cette armée malienne, moi, les événements de 2012, 2013, 2014, bon, j'accuserais en partie la gestion précédente. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on a fait? On a privilégié les milices Touareg à Gao, milices arabes à Tombouctou, et la suprématie de la peau blanche à Gao, à Kidal, à Tombouctou. Moi, j'étais en mission une fois. Qui ne reflète pas la réalité selon vous? Exactement. Moi, j'étais une fois en mission à Tombouctou. On m'a dit qu'il y a un jeune arabe qui s'est permis de donner un bon soufflet à un policier. Et rien n'en est suivi. Vous voyez, donc des comportements comme ça que le régime même a encouragé. Ce n'est pas facile de l'enlever ainsi bout de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Mali se trouve dans une situation où la communauté blanche
surtout Touareg de Kidal, qui ne souhaitent pas se soumettre à l'autorité. Quelle autorité? Ils disent que l'autorité incarnée par le noir. Ça, ça dit que c'est ça le problème fondamental. Il faudrait que nos partenaires français et de la communauté internationale nous aident à régler ce problème-là d'abord. C'est d'abord un problème mental. Donc, quelle que soit l'armée, quels que soient les moyens ne suffisent pas. D'abord, il faut agir sur le mental. Il faut que les gens acceptent l'autorité. D'accord. Voilà. Nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Le forum de la presse réfléchit sur deux thèmes, la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays, avec cette prise d'otage de la journée à Sévaré qui continue jusqu'à présent. Prise d'otage qui s'est soldée par 7 morts selon nos informations, et nous aurons en dernière position le thème sur la nomination du président de la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Nous allons donc définitivement clore ce thème sur la sécurité avec notre correspondant Moussa Traoré à Sévaré. Alors Moussa, dites-nous comment est-ce que ces assaillants ont pu s'infiltrer jusqu'à Sévaré? Sont-ils venus du nord ou du sud? Bon, Famoussa, écoute, on ne peut pas dire leur provenance, mais je crois que tu as touché du doigt la chose. Maintenant, comment est-ce qu'ils ont pu infiltrer Sévaré? Pour te dire qu'à Sévaré, comme dit cet adage Bambara, je m'excuse, Famber Coran, ça veut dire que partout où tu veux rentrer, tu rentres dans la ville. Et par exemple, je te donne l'exemple. Le poste de Ti se trouve à 5 km de la ville de Sévaré. Et c'est sur le goudron qui va à Douanza. Mais à droite ou à gauche de ce poste de contrôle, ça veut dire que n'importe qui peut quitter le nord et rentrer dans n'importe quel endroit à Sévaré. Vu la situation géographique de la ville et vu que le territoire est très vaste et vu l'insuffisance des forces armées maliennes, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, vraiment, on n'est pas à mesure de quadriller carrément la ville pour essayer quand même de voir les différentes identités des gens qui rentrent et qui sortent de la ville. Donc, pour te dire que Sévaré est facile partout où tu veux rentrer à Sévaré, donc tu peux rentrer facilement. Surtout à certaines heures de la nuit, pour te dire que la sécurité n'est pas que ça. Alors, c'est quand même la 6e région militaire, si je ne m'abuse, donc du pays. Dites-nous si vous avez une idée du nombre de militaires sur place. Effectivement, je n'ai pas une idée du nombre de militaires qui s'y trouveraient ici à Sévaré. Mais pour te dire qu'actuellement aussi, les militaires qui sont au niveau de Sévaré sont en majorité déployés vers le cercle de Tenenkou ou le cercle de Yuarou. Parce que l'une des conditions pour que l'administration puisse retourner dans ces localités était vraiment de mettre l'armée à leur disposition. C'est pour te dire aujourd'hui qu'au niveau de Tenenkou, au niveau du cercle de Yuarou, il y a l'administration qui est en train de reprendre petit à petit. Donc, pour que l'administration puisse aller sur le terrain, on a demandé certaines mesures de sécurité. Ce qui fait qu'une partie de cette armée, surtout au niveau de l'armée de terre, une partie est déployée vers ces régions-là. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'unité spéciale de l'armée malienne d'AMI était arrivée sur place. D'où cette unité est-elle partie? Je crois qu'elle a été appelée en renfort. Elle se trouverait derrière le fleuve vers la zone de Tenenkou-Yuarou. Je crois que lorsqu'ils ont été appelés en renfort, ils sont arrivés. Et lorsque le Dami est arrivé, je crois que c'est en ce moment qu'ils ont commencé vraiment à pilonner carrément l'hôtel qui a considérablement diminué la force des assaillants. C'est lorsque le Dami est rentré dans la ville de Sévaré que nous avons véritablement constaté que quelques minutes après, ils sont revenus, ils sont passés avec un contingent
d'hommes qu'ils avaient arrêtés et qui étaient des djihadistes. D'accord. Merci beaucoup, Moussa Traoré, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Studio Tamani à Sévaré, dans la région de Mopti. Merci infiniment pour ces éclairages. Alors, la deuxième partie de cette émission, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a un nouveau chef depuis quelques jours. Donc, le projet de création de la commission Vérité, Justice et Réconciliation a été adopté par la majorité des députés le 20 mars 2014. Lors du vote à l'Assemblée nationale, certains députés ont évoqué certaines questions liées notamment à l'indépendance et au caractère inclusif de cette commission. Plus d'un an après sa création, le dernier Conseil des ministres a nommé Ousmane Oumarou Sidibé, ancien ministre et professeur d'enseignement supérieur à sa tête. Alors, Khan, que pouvez-vous nous dire par rapport à cette nomination? Un grand commis de l'État malien. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la personnalité de l'homme. On est tous d'accord que voilà, c'est la personne qu'il faut pour diriger cette institution. C'est l'homme fort, comme le dit Barack Obama. Mais on n'a pas besoin d'hommes forts aujourd'hui, on a besoin d'institutions fortes. Et cette institution, de mon point de vue, n'est pas forte du tout, quoi. C'est-à-dire que il faut peut-être l'attendre et la voir à l'œuvre, non? Oui, mais ça arrive quand? Moi, c'est ça mon problème, le timing. On réactive ce projet qui était la CDR, qui devient la CVJR, c'est après la signature de l'accord de paix, etc. C'est après l'amnistie contre ces grands bandits. Mais fallait-il pas peut-être attendre qu'il y ait cet accord avant de mettre cette commission en place? Oui, mais toutes ces personnes qui ont égorgé les militaires maliens à Aguelok, tous ces drogués, ces narcotrafiquants qui ont tué nos civils et militaires à Kidal. Mais la justice, elle est où? Moi, je me pose la question, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, on a l'impression qu'on va tout droit dans le mur. C'est du pilotage à vue. Et maintenant, on nous installe à cette commission après la signature de l'accord de paix. Mais pour juger qui? Pour dire quelle vérité? C'est ça mon problème. On va dire quelle vérité à qui? Pour réconcilier qui? Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que ça s'étend sur la période de l'indépendance à 2012. Et c'est vraiment, la commission va s'occuper essentiellement... jusqu'à 2013 avec l'assassinat des fonctionnaires à Kidal. D'accord, 2013 si vous voulez. Mais si c'est blanc, bonnet blanc, c'est franchement la même chose pour moi aujourd'hui. L'homme, oui, il a la place qu'il faut, on peut le dire. Mais l'institution, pour moi, n'a pas sa raison d'être aujourd'hui. En termes d'autonomie, peut-être? Oui, en termes d'autonomie. Mais moi, la vérité, ici au Mali, on est très complaisants les uns envers les autres. Qui seront les coupables? Le seul point positif, de mon point de vue, encore une fois de plus, c'est la réparation des victimes. Là, au moins, on a vu en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara, ils ont eu quoi, 1500 €. Ça soulage un peu. Mais au-delà de ça, on dit que la commission chargée d'enquêter sur les cas de violation grave des droits de l'homme commises dans les pays, et spécifiquement celles commises à l'égard des femmes et des enfants. Mais qui a commis ces actes aujourd'hui? Ils sont où? Mais ils sont libres de leur mouvement. C'est eux qui sont à Bamako ou pas? Peut-être que la commission va plancher sur leur cas. Merci beaucoup, Khan. Alors, Ahmadou Diallo, vous êtes du journal L'Essor. Alors, dites-nous, aujourd'hui, l'autonomie de cette commission, est-ce que vous la remettez en cause? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que le président, il a fait un très bon choix. Ousmane Oumarou, c'est un bon cadre que le président connaît bien parce qu'il a été ministre de son gouvernement. Alors, je suis convaincu sous Alpha, oui, je suis convaincu que un bon attelage permettra vraiment de nous amener vers la solution. Et je suis sûr qu'il a c'est-à-dire le réflexe nécessaire, le feeling, et le recul nécessaire pour pouvoir amener tout le monde à la table de discussion. Et puis, la vérité qui sort, comme le dit le penseur, qui sort toujours de la discussion. Alors, on va trouver un bon feeling pour que le pays se ressoude à nouveau et puis qu'on avance vers une solution durable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous intérêt
à aller vers cette paix. C'est-à-dire que sans paix, il n'y a pas de développement. On se bat tous pour le développement. D'abord, le développement, c'est les conditions qu'on met en place pour que chaque individu qui compose la société puisse se mouvoir et créer son petit business et puis prospérer. Prospérer. Voilà. Merci Donc, beaucoup. je crois que c'est un bon challenge. Et le président, il a trouvé l'homme qu'il fallait, en tout cas pour moi. D'accord. Voilà. Alors, nommer un président, ce n'est pas tout. Il y a d'autres commissaires qui doivent être nommés. Quels doivent être donc les critères de choix par rapport à ces commissaires, Hassan? Pour les critères de choix, vous me posez une question difficile parce que personnellement, je ne suis pas convaincu de l'utilité, comme l'a dit le confrère Khan de la radio Clédou. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu de l'utilité de cette commission aujourd'hui. Et avec tout ce qu'on est en train de vivre au Mali, quelle est l'importance de cette commission? Vous pensez que c'est trop tard ou bien c'est inutile? Pour moi, c'est peut-être même un peu trop tôt. C'est trop tôt, donc ça devient inutile. Parce qu'on va venir nous installer une commission avec une pléiade de commissaires, avec des gros 4x4. Et pourtant, aujourd'hui, tout l'effort devait converger vers la constitution d'une armée sérieuse dans ce pays-là. Aucun développement ne peut se faire tant qu'on n'a pas la capacité de sécuriser les investissements. Ceux qui nous ont parlé d'armée de développement, il faut une armée sérieuse et digne de ce nom. Donc, tous ces milliards qui vont prendre d'autres chemins, il faut trouver une stratégie, les mettre ensemble et nous donner d'abord une force de sécurité pour nous défendre. Vous allez mettre une commission justice et réconciliation dans un pays, au moment où on ne sait pas aujourd'hui qui fait quoi. On nous a libéré des gens ici qui sont peut-être encore sur le terrain à tuer d'autres personnes. Mais cette commission, cette forme de justice a existé ailleurs en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que le Mali aussi doit suivre cet exemple? Écoutez, ailleurs en Afrique, les conflits sont différents. La commission va réconcilier qui est qui. Quelles sont les communautés maliennes qui sont en conflit? Et la justice? Il n'y a pas que la réconciliation. Non, il y a un appareil judiciaire qui est là. On n'a pas besoin de mettre une commission justice et réconciliation en place pour prendre en charge les cas de justice. Il y a le ministère de la Justice, il y a un dispositif judiciaire qui est au Mali. À l'état actuel des choses, il faut peut-être passer par la justice transitionnelle. C'est parce qu'on veut noyer en réalité le problème qu'on est en train de mettre en place tout ce dispositif-là. On connaît les fautifs, on sait qui a fait quoi. Il faut rapidement instruire ces dossiers-là et les mettre où il faut les mettre. Oui, peut-être que la justice... Parce qu'en réalité, l'État n'a pas la capacité d'arrêter ces individus et de les faire juger selon la loi malienne, qu'on est en train de mettre en place tous ces dispositifs-là pour est-ce que vous ne pensez pas que la justice conventionnelle ne peut pas régler toutes ces difficultés et il faut peut-être passer par la justice transitionnelle? Je crois pas. Que cette commission va d'ailleurs mettre en place? Moi, je ne crois pas. Même ce concept de justice transitionnelle est un truc qu'on vient de créer parce qu'on veut faire plaisir à certaines personnes. Comme qui? Ils ne veulent pas toucher les gens du MLA. Voilà la vérité. On met en place un dispositif pour régler le problème politiquement. Ils ont commis des bêtises, il faut les sanctionner. Point final. Et tant qu'on va continuer à tourner là, à tourner, on nous envoie des concepts bizarres, justice transitionnelle, on va rester dans ce problème-là pendant 20 ans et le Mali ne s'en sortira pas. Il est clair que ce qu'on vient de voir à Sévaré, demain on verra la même chose ailleurs et dans une région stratégique malienne. Merci beaucoup Hassan, merci Khan. Nous avions alors Ahmadou veut ajouter quelque chose. Alors il est presque l'heure. Allez-y. Non, juste en 2 mots. Non, je vais juste préciser que je suis là en tant que Ahmadou journaliste, mais pas l'envoyé de l'essor. Donc ce que j'ai dit n'engage pas l'essor, n'engage nullement mais ma hiérarchie. Ce qui est dit. Voilà, merci beaucoup Ahmadou. Je rappelle que vous êtes journaliste au même titre que nos 2 autres invités, 3 autres, Moussa Traoré, notre correspondant qui est à Sévaré et qui nous a éclairé sur la prise d'otage d'aujourd'hui qui s'est déroulée dans la ville. Et je rappelle que 7 militaires, selon ces informations, 7 militaires maliens ont trouvé donc la mort lors de cette prise d'otage qui continue jusqu'à présent. Mamadou Khan était avec nous, il est de la radio Clédou, et Hassan Koné du journal en ligne notrenation.com était avec nous. Je suis Famoussa Sidibé, Gagny Kanté est à la technique, Seydou Fomba a totalement réalisé l'entièreté donc de cette émission et nous avions Mamadou Ouattara qui était à la régie vidéo. Nous vous disons bon week-end et à très bientôt pour un autre débat. Bonsoir.
Grand Dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.